Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette deuxième journée du salon Access Security. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Patrick Haas, le rédacteur en chef du journal En toute sécurité. Et donc aujourd'hui, vous savez que nous allons parler de sûreté. Hier, c'était une journée qui était consacrée à la cyber, mais ce qu'on va voir justement, c'est que ce sont deux mondes qui ne s'ignorent plus et qui commencent à se parler, à se rapprocher. Et ça va être un peu un thème récurrent aussi de cette journée. Alors, on va démarrer cette première table ronde avec l'état de la menace en France. Alors, des menaces, il y en a beaucoup, et des crises, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup depuis 3 ans. On peut citer la crise du Covid, qui a elle-même entraîné une crise de l'énergie, des approvisionnements, une crise inflationniste, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les menaces qui pèsent sur les entreprises et les administrations, avec deux experts que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais en préambule, je voudrais accueillir avec plaisir le général de brigade, général adjoint de la zone de défense et de sécurité sud, Cyril Yutchenko. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc je suis le général de brigade Yutchenko, je suis l'adjoint de l'officier général qui commande l'ensemble de la zone de défense et sécurité sud. La zone de défense et sécurité sud, c'est l'équivalent de la zone de défense et sécurité administrative que commande le préfet de zone, et donc qui représente l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et donc je suis plus particulièrement chargé de toutes les opérations militaires de l'armée de terre sur ces trois régions, et notamment Sentinelle au quotidien, Héphaïstos, l'opération de lutte contre les feux de forêt en été, l'opération Résilience lorsqu'il y a eu la crise Covid, la campagne de vaccination, etc. Et puis bien sûr, je suis responsable par demande de concours ou sous réquisition de la mise à disposition du préfet ou des préfets de département, du préfet de zone ou des préfets de département, des moyens militaires dès lors qu'ils ne sont pas en propre au sein du ministère de l'Intérieur. Voilà. Alors, je vais vous parler globalement de sûreté, de sécurité, et forcément, je vais vous faire un parallèle avec le nouveau domaine que l'on a découvert, c'est-à-dire le cyberespace, dans lequel nous sommes pleinement investis. Alors, je ne voudrais pas plagier Churchill, mais au début de la guerre, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il disait « Je fais la guerre partout, sur terre, dans les airs et sur mer ». Et nous, on a découvert que, c'est ce que moi j'ai appris en 1989 quand je suis rentré à Saint-Cyr, c'est ce qu'on a continué à faire à l'école de guerre, et ensuite on a découvert assez récemment, il y a une dizaine d'années, d'autres champs, et maintenant on parle non plus de terre-air-mer, mais on parle de M2MC. Alors qu'est-ce que ça veut dire M2MC? Ça veut dire qu'aujourd'hui on fait la guerre en multimilieu, multichamps. Donc les trois champs classiques, terre-air-mer, que je vous ai cités, mais aussi les deux nouveaux récents, c'est le cyber et l'espace. Et enfin, encore deux autres champs qui sont le champ informationnel et le champ électromagnétique. Alors moi, si vous voulez, je vais me concentrer un peu sur le cyberespace, qui est désormais considéré comme un champ de conflictualité à part entière. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est que ce cyberespace? Quelles sont ses caractéristiques? Je pense que vous les connaissez tous, hein. C'est un milieu complexe, avec une croissance exponentielle, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de règles, il n'y a pas d'autorité de régulation, et les acteurs dans ce champ-là sont multiples. Donc les États, bien sûr, les privés, qu'ils soient mafieux ou que ce soit des sociétés civiles, et bien sûr des individus, chacun dans son salon peut devenir un activiste là-dedans. Et donc, compte tenu de cette multiplicité d'acteurs, il est difficile d'identifier qui est malveillant. Et donc, on fait face à une menace hybride.
Donc moi, je fais partie de la génération qui n'a pas connu la guerre entre États, jusqu'à février de l'année dernière, mais qui a connu des guerres plus ou moins hybrides, avec des guerres du fort au faible, le fort étant plutôt les armées occidentales, et les faibles étant les États faillis ou les groupes terroristes. Pour autant, les caractéristiques sont les mêmes. C'est dans le cyberespace, la guerre, elle est permanente. Je sais pas si vous savez, mais le chef d'état-major des armées a identifié non plus le continuum paix, crise, guerre, sur lequel nous on a été élevés, nos générations ont été élevées, mais depuis un an, on parle d'une période de compétition. C'est la période que l'on vit aujourd'hui. Chaque État est un compétiteur face à un autre. Cette compétition peut déboucher sur la contestation, donc un État qui conteste l'autorité d'un autre État, et ça peut aller jusqu'à l'affrontement. Donc aujourd'hui, nous, on jongle entre deux États. Le premier État qui est la compétition, la contestation. Et la caractéristique de du cyberespace, c'est qu'il agit dans ces trois champs, dès la compétition, lors de la confrontation et bien sûr lors de l'affrontement. Bien sûr, cette menace, elle est duale et elle est croissante. Et surtout, on ne voit pas toutes les actions qui sont menées. Beaucoup d'actions sont menées en sous-marin et on les découvre au dernier moment quand il est déjà trop tard. Alors, cette menace, c'est bien sûr de la cybercriminalité, assez connue, visible et médiatisée, sont les ransomware majoritairement. La partie immergée de l'alberge, c'est l'espionnage. Donc on n'en voit qu'une toute partie, et si c'est bien fait, on ne découvre pas tous les ressorts de l'espionnage. Et pour la partie militaire, c'est le sabotage ou l'entrave à notre action. Alors en réaction, que fait-on? Parce que c'est bien d'identifier une menace, mais il faut la contrer. Et donc en 2014, l'OTAN a déclaré que la cyberdéfense faisait partie intégrante de la défense collective, dont les conséquences sont assez importantes, puisque un État peut faire valoir l'article 5, c'est-à-dire je suis cyber-attaqué, je fais valoir l'article 5, et les membres de l'OTAN sont obligés d'intervenir pour me protéger. En 2016, l'OTAN a déclaré que le cyberespace était un domaine opérationnel. L'Union européenne a fait la même chose en 2018. Et donc nous, les armées, en 2017, nous avons créé le commandement du cyberespace, qui est commandé par le général de division Bonne-Maison, donc le ComCyber. Et la France a reconnu donc, que le cyber était un milieu de conflictualité à part entière. Et donc là-dessus, il a fallu répartir les rôles entre l'interministériel et les armées. Donc l'ANSI, qui dépend du secrétaire général de la Défense nationale et qui est interministériel, a un rôle bien séparé. Il ne fait pas d'attaque. Lui, il anticipe, il prévient, il détecte et il répond aux incidents. Et nous, militaires, nous avons 3 grandes missions. Nous faisons de la lutte informatique défensive, nous nous protégeons. Nous faisons de la lutte informatique offensive, mais jamais sur le territoire national, toujours à l'extérieur. Et nous faisons bien sûr de la lutte informatique d'influence. Juste un exemple, lorsque Wagner nous a accusés d'avoir perpétré un massacre dans une région du Mali, nous avons, grâce à nos moyens d'influence, prouvé que en fait, c'était une fake news. Voilà comment nous sommes organisés. Et donc, il y a donc au SGDSN un organisme qu'on appelle C4, qui fait la coordination permanente entre qui fait quoi et qui sépare bien les rôles. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de cette table ronde. Et je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions, qu'elles soient plus précises sur la sûreté et, si je le peux, sur la cyberdéfense. Oui, j'avais plusieurs questions à vous poser. Comme vous le savez, les Jeux Olympiques vont notamment se dérouler à Marseille, et même la flamme va arriver à Marseille.
Il semble, donc vous êtes particulièrement concerné, il semble qu'au niveau de l'organisation de la sécurité, il y ait des délais, des retards, notamment concernant le rôle de la sécurité privée euh, durant grand événement, à tel point que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué la possibilité de faire intervenir l'armée. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour ce type de mission et quelles seraient vos attributions dans ce type d'événement? Alors, juste un chiffre, pour le JO de Londres, il y avait un déficit de 35 000, on va dire, personnes de sociétés Oui, privées, agent de sécurité agents de privée. sécurité, et donc de mémoire, les armées ont mis 24 000 hommes, les armées britanniques ont mis 24 000 hommes presque du jour au lendemain pour pallier cette déficience. Alors, donc les JO, bien sûr, nous sommes concernés, hein. Pas plus tard que ce soir, j'ai une visioconférence sur les moyens des armées mis à disposition pour les JO, hein. Donc c'est piloté par le ministère de l'Intérieur et par le Centre de planification et conduite des opérations à Paris, et qui, spécifiquement pour Marseille, fait le bilan tous les 15 jours des demandes préfectorales et de savoir les moyens que l'on met. Alors, en l'état, aujourd'hui à Marseille, la menace n'est pas estimée, je parle sur le contrôle des gendarmes, hein, la menace n'est pas estimée dangereuse. Pourquoi? Parce que le public qui va assister aux joutes, à tout ce qui est nautisme, n'est pas un public virulent. Mm. Je crois que les matchs qui auront lieu dans la région, c'est des matchs de football féminin. Et là aussi, la menace n'est pas prégnante. Le principal risque que l'on craint dans les JO, c'est pas tant les cyberattaques que les attaques de drones. Où rien que le fait de mettre un drone en l'air peut provoquer soit un mouvement de panique, soit une peur, soit être carrément malveillant. Donc pour ça, les armées mettent en place ce qu'on appelle un dispositif de protection aérien. Et donc, que ce soit la marine sur le plan d'eau ou l'armée de l'air autour des stades, va mettre en place des dispositifs de surveillance. Pour la partie au sol, ces sentinelles, plus ou moins augmentées en fonction de la menace que l'on aura à ce moment-là, qui assurera en troisième rideau, derrière les forces de sécurité intérieure, donc les sociétés privées, les forces de sécurité intérieure, puis nous, qui assurera, comme elle le fait au quotidien, la dissuasion pour contrer une éventuelle menace terroriste. Maintenant, les armées sont forcément, on anticipe et on planifie. Donc si on nous demande plus, on fera plus. Voilà. Pour l'instant, on est un peu dans une démarche minimaliste pour pas être engagé sur tous les fronts ab initio, alors qu'on sait, avec un peu d'anticipation, que l'on sera forcément pas mal employé à ce moment-là. Oui, sollicité. Voilà. On agit toujours, je le précise, hein, sur le territoire national, sur demande de concours ou sur réquisition préfectorale. J'ai une autre question sur le plan de la sécurité. Quelles sont les particularités de la région sud et plus particulièrement de Marseille au-delà des Jeux Olympiques et est-ce que l'armée a un rôle spécifique sur cette région? Alors, l'armée a un rôle spécifique, comme sur tout le territoire national, hein. Actuellement, donc Sentinelle est toujours une mission active, hein, et vous avez à peu près en zone sud 350 hommes et femmes en permanence en mission. Les consignes que l'on a eues, c'est protection et sécurisation des grandes villes dans des secteurs sous réquisition. Et donc, nous avons des éléments Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Et une mission particulière, donc au quotidien, hein, des gens qui patrouillent au quotidien, vous pouvez les voir à Marseille, et une mission particulière à la frontière italienne, où les forces de sécurité intérieure surveillent les axes, principalement, voies ferrées, autoroutes, routes, et nous patrouillons de façon dissuasive sur tous les axes de contournement
de ces grands axes de communication entre l'Italie et la France. Nous ne faisons pas d'interpellation, nous ne sommes pas OPJ, donc nous, on rend compte des passages, et après, les forces de sécurité intérieure, que ce soit la PAF, les gendarmes ou la police nationale, interpellent les immigrés clandestins. Donc, nous ne faisons pas de lutte contre l'immigration clandestine, nous faisons de la lutte antiterroriste, c'est-à-dire qu'on estime que ceux qui veulent se soustraire au contrôle sur les axes principaux ont peut-être quelque chose à se reprocher. Alors, une dernière question, si vous permettez. Vous avez beaucoup parlé de cyber, de cet espace un peu nouveau dans vos prérogatives. Et donc, je voulais savoir si, en plus, vous êtes complètement concerné par des nouvelles technologies qui apparaissent. Alors, bien sûr, les drones, c'est de l'histoire ancienne, presque maintenant, mais tout ce qui est big data, et puis aussi tout ce qui est cartographie militaire, avec la détection par satellite, par exemple, d'objets, distinguer si ce sont des véhicules civils, militaires, qui semble être une technologie vraiment d'avenir. Alors effectivement, hein, donc je vous ai dit que l'espace est devenu un milieu à part entière. Nous, nous avons créé il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, le commandement de l'espace à Toulouse, dont c'est la mission, hein, et donc demain, il y a dans le cadre de l'exercice Orion, dont vous avez certainement entendu parler, plutôt en Occitanie, qui se déroule en Occitanie, un exercice majeur qui n'a pas été fait depuis plus de 20 ans. Il y a le VIPD d'un exercice qu'on appelle Astérix, qui en fait travaille sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire la, la conjugaison de la détection via satellite appliquée au domaine militaire. Ensuite, je voudrais dire quand même que ces nouveaux champs dont vous parlez, big data, intelligence artificielle, etc., ce sont des domaines, on va dire, disruptifs, c'est-à-dire que on les découvre, on y cherche des applications militaires, mais en fait, les modes d'action que l'on utilise ne sont pas forcément novateurs, puisqu'en fait, on respecte les grands principes de la guerre. Alors, si on veut faire le lien entre big data, intelligence artificielle, voire l'application avec des drones ou avec des systèmes antimissiles ou avec des systèmes de brouillage, etc., notre problématique, c'est comment récupérer une information, comment la vérifier, comment la transmettre, comment l'utiliser en mettant un certain nombre de règles d'engagement réglementaires, hein, sans que cette information, sans que toutes ces données ne soient altérées. Une fois qu'on a réussi à faire ça, donc protéger nos données, vérifier nos données, les fiabiliser, hein, c'est comme dans le renseignement. Hein, si c'est la même personne qui voit 3 fois le même objet, c'est pas 3 informations, c'en est qu'une. En revanche, toutes les données que l'on emmagasine, il faut qu'on soit sûr qu'elles soient fiables. Donc en fait, tout le travail est fait sur la fiabilisation de ces données. Ensuite, la transmission sécurisée de ces données, ne serait-ce qu'un exemple, hein, pour avoir un avion qui, lui, commanderait un essaim de drones, il faut qu'on soit sûr que les données transmises aux différents drones soient fiables pour éviter les dommages collatéraux. Et ensuite, comment nous, on protège nos données propres que l'on va utiliser à des fins militaires. Donc, c'est un domaine que l'on découvre progressivement et sur lequel on s'attelle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup.